Si je devais retenir une seule production audiovisuelle qui m'a vraiment marqué ces dernières années, ça serait sûrement Twin Peaks. Né de la collaboration entre le réalisateur, acteur, photographe, musicien et artiste peintre David Lynch et le scénariste Mark Frost, Twin Peaks est une série qui comptait à l'origine 2 saisons, diffusée entre 1990 et 1991. L'univers a ensuite été étendu à l'aide d'un film préquel et d'une 3e saison sortie 26 ans plus tard. Il y a une aura assez phénoménale autour de la série et une fanbase assez acharnée, donc j'espère que je vais heurter personne au cours de cette vidéo. Twin Peaks, ou Mystère à Twin Peaks chez nous, s'ouvre sur la découverte du cadavre d'une jeune fille sur un bord de plage par un pêcheur. Le corps retrouvé est celui de Laura Palmer, jeune fille bien connue de la région pour sa beauté, son innocence et sa bienveillance envers autrui. Sa mort est un véritable choc pour tous les environs, d'une part à cause de la brutalité de la découverte, et d'autre part parce que Twin Peaks est supposé être une région tranquille, loin de la ville et de ses extrêmes. Toute la bourgade est pleine d'incompréhension parce que tout le monde semblait aimer Laura, et la principale question est donc, qui aurait pu la tuer ? L'essentiel de la série se constitue donc de l'enquête et des moments de vie de personnes plus ou moins proches de Laura. On voit donc comment elle influençait leur vie, mais aussi et surtout comment et à quel point sa mort les affecte. Pour mener à bien cette enquête et prêter main forte aux forces de police locales, le FBI envoie l'agent Dale Cooper, interprété par Kyle MacLachlan. Comme son nom français l'indique, la série est complètement portée sur le mystère. Son postulat de départ est donc qui a tué Laura Palmer. Mais on sera vite obnubilé par ce que cache tel ou tel personnage, quel lien il avait avec Laura, et s'il pourrait potentiellement être son meurtrier. Twin Peaks a clairement hérité des soaps dégueulasses de cette époque, mais c'est ce qui fait un peu sa singularité. C'est cette galerie de personnages, de sous-intrigues, qui peut donner un peu ce léger sentiment feu de l'amouresque. Brett. Brad. Brad, Brooke, Brock, Brooke, Brad. Brock. Brad. Brooke. Brad. Je ne faisais que passer. Ici, c'est quand même largement contrebalancé par une écriture très singulière et des dialogues qui n'ont pas peur de prendre leur temps. Le grand nombre de personnages et de liens entre eux permet vraiment d'installer cette ambiance de petite ville perdue. Tout le monde se connaît, et tout le monde mange au même endroit, va boire un verre au même endroit, et a le même médecin. Du coup, on n'est pas étonné d'apprendre que tel personnage est témoin de tel événement. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un procédé pas mal utilisé par Stephen King aussi pour donner vie à ces villes de campagne. Et pour nous aider à lier tous ces protagonistes, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver meilleur personnage que Dale Cooper. Thanks, Mom. Enjoy. This must be where pies go when they die. Il est candide, déterminé, bienveillant, juste, honnête, courageux. Je pense honnêtement que c'est mon personnage de fiction préféré. Point. On verra beaucoup de choses horribles, que ce soit par des flashbacks ou dans le déroulement de l'histoire. On apprendra que beaucoup de personnages cachent de lourds secrets, que d'autres complotent, trafic, prostitution, meurtre, mari abusif, et tout ça c'est que le pan rationnel. On apprendra l'existence de la Black Lodge, une espèce de lieu parallèle où résident des esprits maléfiques qui abritent Bob, une entité démoniaque responsable de beaucoup des maux de la région. Et Dale Cooper, c'est ce que j'ai vu de plus proche d'un ange, en fait. Toute production audiovisuelle confondue. J'ai jamais vu un personnage aussi rassurant, il fait 50% de la série pour moi. C'est l'essence de Twin Peaks. D'ailleurs, au-delà de l'intrigue et des sous-intrigues, l'ambiance de la ville est paradoxalement très plaisante. Tu sais pas pourquoi, mais tu t'y sens bien, enfin, pas toujours, on le verra après. Il y a un charme assez inexplicable qui fait que, quoi qu'il se passe, c'est trop bien. Enfin, c'est con, mais Dale va boire son café, et c'est cool. De prime abord, il paraît étrange, voire fou. Enfin, il parle quand même à son dictaphone. Et on sait pas trop si quelqu'un le reçoit ou s'il le fait par habitude. Mais très vite, on se rend compte que c'est certainement un des plus sains du coin. En fait, il sert vraiment de vaisseau entre les personnages et d'oasis de réconfort après des expériences assez traumatisantes. Comme je vous l'ai dit, la ville cache bien son jeu. Le supposé businessman bien sous tout rapport cache un réseau de prostitution pour lequel il recrute dans le magasin de parfum de son hôtel. La propriétaire de la scierie qui dit aimer le shérif Truman trempe dans des magouilles pas claires avec la mafia. Un routier bat sa femme et traîne avec les pires raclures du coin, pendant qu'une entité maléfique tourmente la région et en avait particulièrement après Laura. Autant les moments détente et positifs de Twin Peaks sont un régal, autant les moments dark sont vraiment chauds.
Le rythme global de la série est plutôt lent et posé, et transposé au moment d'horreur, parce que oui, pour moi on peut carrément parler de moments d'horreur, ils paraissent durer une éternité. Que ça soit les visions de cauchemar, les moments de malaise, ou quand Bob vient littéralement nous agresser. Le fait de le voir venir dans un environnement supposé être sécurisant, un environnement qu'on connaît parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce plan, c'est complètement terrifiant et on se sent littéralement agressé. Pour faire monter la tension, Lynch n'hésite pas à utiliser des plans que je vais appeler semi-subjectifs, qui font lentement découvrir des lieux suspects. C'est un gimmick qu'il réutilisera notamment dans Mulholland Drive pour ce plan-là. Bien qu'elle soit héritière de pas mal de traits de caractère des soaps des années 80, Twin Peaks n'en reste pas moins une des premières séries à manifester des réelles intentions de mise en scène. On peut noter une utilisation très intéressante de la musique. On n'a pas énormément de thèmes différents, et en les rendant tour à tour intradiégétiques puis extradiégétiques, elle confirme que sa frontière entre réel, imaginaire et mystique est très mince. Mention spéciale à la musique d'Angelo Badalamenti qui est superbe. Elle se permet même d'être régulièrement en décalage avec la mise en scène, qui est elle-même régulièrement en décalage avec les événements. C'est dans ce genre de cas qu'on voit que Lynch a un humour assez particulier. Petite anecdote sur la musique d'ailleurs, c'est suite à la composition de ce thème que cette scène de danse a été écrite. Avec Twin Peaks, David Lynch se donne les moyens de creuser plus profondément dans une thématique qui est typiquement américaine, les faux-semblants. Que cache cette bourgade? Quel mal-être ronge ces gens prétendument bien sous tout rapport? Qu'abritent ces bois tranquilles? Et que deviennent les gens une fois qu'ils enlèvent leur masque qu'ils s'imposent en société? Et par extension thématique, qu'est-ce que la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation capitaliste et cette volonté d'image et de réussite a changé chez nous? On parle beaucoup de la Syrie, de l'hôtel et d'investisseurs étrangers dans Twin Peaks. En toile de fond, mais c'est toujours un peu là. Et rien que dans le générique, le parallèle entre nature et industrie est assez évocateur. La série a d'autres sous-textes encore ultra pertinents aujourd'hui. On y parle beaucoup d'amour et de passion destructrice. Il y a très souvent des moments pleins d'une très grosse tension sexuelle. Parfois ça finit bien et parfois plutôt mal. Mais la sexualité, la passion et la potentielle destruction qui peut en découler est omniprésente. Et ce qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est que malgré le fait que la série ait plus de 25 ans, elle a vraiment d'excellents personnages féminins. Audrey est vraiment hyper cool. Elle part d'une fille à papa qui se croit tout permis, et elle devient une jeune femme ultra débrouillarde, déterminée et à la personnalité très marquée. D'ailleurs, je pense que pas mal de fans ont du mal avec les histoires d'amour de fin de saison 2. En gros, au début, Audrey drague Dale, et il se retient en tant qu'agent du FBI parce qu'elle est trop jeune. Et finalement, ils se trouvent chacun quelqu'un vers la fin de la série. Et je trouve ça assez naze parce qu'ils avaient un côté amour impossible, amant maudit que je trouve vraiment méga stylé. Je pense que l'abandon de cette idée vient du fait que les absences de Lynch sont devenues plus fréquentes à partir de la deuxième saison. Après, je pense peut-être juste ça parce que c'est mes deux personnages préférés, mais globalement, c'est une des autres forces du show. Des personnages aux premiers abords ultra archétypaux qui deviennent très profonds à mesure qu'on apprend leurs secrets. Bobby en est un excellent exemple. Il passe d'insupportable joueur de foot populaire à un type torturé plein de regrets qui essaye de sauver sa copine. Andy en est un autre, c'est un agent de police très sensible et un peu simple, mais on se fait vite avoir par sa gentillesse absolue et ses quelques prises de confiance. Andy, how's the nose? Not a mark on it, only blood squirted out. Where do they keep his water dish? Albert. Comme je l'ai dit, Twin Peaks est fort dans les extrêmes. Autant on a beaucoup de violence et de séquences d'horreur, et autant on a parfois des séquences ultra douces et agréables. Et c'est aussi valable pour sa production et la qualité globale de la série. Autant la série, il y a des moments qui sont parmi ce que j'ai vu de mieux dans toute ma vie, des moments qui m'ont marqué pour longtemps, autant il y a du vraiment pourri quoi. Je pense notamment à un épisode, à la fin du premier grand arc, qui est réellement un épisode de soap classique. Ça raconte plus grand chose, et c'est évident que personne ne savait plus où allait l'histoire. En fait, la première saison a fait tellement fort en termes d'audience et de succès critique à l'époque, qu'ABC en commanda une deuxième de 22 épisodes, c'est-à-dire pratiquement 3 fois plus d'épisodes que la première. Et le rythme en a souffert, d'autant que la chaîne a imposé aux deux créatifs de révéler le meurtrier de Laura en plein milieu de la dite deuxième saison. La chaîne a simplement craqué devant l'impatience des spectateurs, et ça a eu des conséquences désastreuses sur la série, qui a vu son audimat chuter à une vitesse folle. C'est dommage car justement elle finit par bien se renouveler, même si je dois admettre que la première saison est bien plus constante et intrigante que le reste de la seconde. Cette dernière se concentre plus sur la région et les entités qui y résident. Malheureusement, faute d'audience, la série est annulée au bout de 30 épisodes et laisse les spectateurs sur un des plus gros et un des plus longs cliffhangers de toute l'histoire de l'humanité. Après avoir sauvé sa petite amie de la Black Lodge et de ses habitants, Cooper est corrompu et possédé par Bob. Cette fin est horrible parce que déjà elle est terrifiante, mais surtout parce que c'est la seule que les gens ont eue pendant 25 ans. Surtout que je pense pas du tout que si la série avait continué, elle aurait pris la direction de la saison 3 qu'on connaît aujourd'hui. Si vous voulez, la saison 3 reprend dans un monde où Dale est toujours possédé par Bob, et ça implique plein de choses pour les autres personnages. Je pense que si elle avait été prolongée à l'époque, Dale aurait été exorcisé assez vite. Le show s'appelle Twin Peaks, Mystère à Twin Peaks en français. Il est évident que, à la base, elle était plutôt pensée comme X-Files, différents arcs narratifs, différentes enquêtes et différents ennemis.
Mais la télé l'a littéralement tué et l'a dénaturé. Je dis pas du tout que Twin Peaks dans sa globalité aurait été mieux, parce que j'adore la série, et aussi la saison 3, mais on en reparlera plus tard. Mais je dis juste qu'elle a pas eu la chance d'être ce qu'elle voulait être. C'est aussi ce qui en fait sa force, parce qu'elle est devenue un objet filmique hyper intéressant. C'est une espèce de capsule temporelle qui montre les dérives de la production télévisuelle. Mais en même temps, c'est pas si grave que ça, parce que c'est carrément devenu un mythe. Toute personne qui s'intéresse un peu aux séries ou au cinéma connaît Twin Peaks au moins de nom, et peut-être que si elle avait continué, elle serait devenue complètement pourrie et plus personne n'en parlerait. Ça en fait pas une œuvre parfaite du tout. Comme je l'ai dit, il y a des problèmes de rythme, et globalement la technique est pas toujours nickel. Il y a souvent des problèmes de mise au point par exemple. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on espérait une autre issue ou non, Twin Peaks et ses créateurs ont une image de génie maudit, véritable martyr télévisuel. Ce qui explique les attentes énormes et la hype assez violente autour de la saison 3. Je venais de finir la saison 2 juste avant qu'elle soit diffusée, et j'étais déjà pas mal impatient, donc j'ose même pas imaginer les gens qui ont attendu un quart de siècle avant de voir ça. Mais surtout qu'à mon avis, ils s'attendaient pas à ça. Là où les deux premières saisons incorporent des éléments d'étrange et de surnaturel dans une structure assez conventionnelle, la troisième est vraiment hallucinée et ne respecte pas de structure narrative classique. On se balade entre les protagonistes et on voit plutôt des moments de vie des personnages de saison originelle, mais aussi de parfaits inconnus. On peut voir que rien ne s'est vraiment arrangé et le mal a l'air de s'être répandu. Mais surtout, la plus grosse question est « Où est Dale Cooper ?» La série joue complètement avec les attentes des spectateurs et les prive de leur plus grosse envie. On ne verra pratiquement que des doubles, un maléfique et un qui est presque au stade de nourrisson. Et personnellement, j'ai pas compris. Enfin, j'étais frustré quoi. Mais je pense que c'était le but. Parce qu'en nous privant du seul véritable havre de paix des saisons originelles, Lynch et Frost nous laissent vraiment ultra vulnérables au mal qui règne sur l'Amérique. Et au final, je pense que c'est ce qui rend cette saison si bien, mais aussi si difficile pour les fans. J'y vois une occasion de parler de choses graves, d'un mal-être général, mais quand même un peu plus américain. En fait, là où j'ai eu un problème avec cette troisième saison, c'est que j'ai plus vu un retour de David Lynch qu'un retour de Twin Peaks. Et ok, ça fait un peu phrase toute faite, mais c'est assez proche de ce que je ressens. Ça faisait un bon moment qu'il avait pas pris une caméra, et il avait sûrement envie de faire plein de trucs, et il y a des séquences incroyables, et d'autres vraiment très particulières, et très violentes quand on prend en compte le climat actuel et la vie de manière générale. Il y a un réel propos sur la sécurité sociale, la circulation des armes, la nostalgie, et toujours évidemment sur le culte de l'apparence. Et je sais que ça va faire théoriser et réfléchir plein de gens, et qu'il y a un milliard d'interprétations et de petits détails. Mais je trouve personnellement qu'une bonne partie aurait pu être dissociée de Twin Peaks. C'était pas une série aussi allumée. Enfin, c'était pas une série où tu vois un type passer le balai pendant 5 minutes, ou où tu restes dans un champignon atomique pendant 3. Ça a répondu à quelques questions, mais s'en a surtout reposé plein, et je suis pas sûr qu'il y aura une nouvelle saison pour y répondre à ces questions. Parce que l'histoire se répète, autant pour les personnages que dans la réalité. Le score d'audience a une nouvelle fois déçu, et Lynch s'est encore une fois heurté à la rigidité des studios. It just drives me nuts that we have to do something in 2 days. Somebody arbitrarily says you gotta do it in 2 days. That fucking really pisses me off. I'm not working this way again, ever. This is absolutely horrible. We never get any extra shots, we never get any time to experiment, we never get to, go dreamy or anything. We barely fucking make our days. I could have spent a week in the Fireman's. I love that place. And dream up all kinds of stuff. That it's sick, this kind of fucking way to do it. You don't get a chance to sink into anything. It's not a way to work. And you tell me I got 2 fucking days to do all these things. There's just bang, bang, bang. It's like a fucking machine. Well, just so you know, I have no ideas for Sheriff Truman's office. We're gonna have 15 people standing around, and I don't have a fucking clue what I'm gonna do. Et c'est ouf parce que j'ai presque l'impression que c'est comme ça que ça doit être. Elle est maudite. La série doit être tuée par la télé, tout comme Laura doit être poursuivie par le mal, quelle que soit l'époque et quelle que soit la dimension. Mais j'espère que ça aura le même effet qu'il y a 25 ans et que le show gardera son aura mystique. Ce qui est sûr, c'est que les 3 saisons témoignent de la production audiovisuelle de leur époque respective, et je suis persuadé qu'elles feront office de superbes capsules temporelles pour toujours, dans ce que ces époques ont à proposer de plus beau, mais aussi de plus sombre.